On l'a évoqué dans la table ronde, la mutation vers le software, des cas d'usage très concrets avec Christophe Eschenbrenner. Vous êtes responsable d'Elmia R&D Générative Expérience pour Dassault Systèmes. Merci eh bien, de me rejoindre. Alors Delmia au sein de Dassault Systèmes, c'est l'activité dédiée à l'industrie et à la supply chain. Bonjour à tous. Au département R&D, vous avez la responsabilité, je l'ai dit en anglais, de la Generative Experience. En clair, c'est l'intelligence artificielle au sein de la plateforme de solutions pour les activités industrie et supply chain. Au cours de votre carrière, vous avez eu un double regard entre les éditeurs de logiciels, de software et puis les grands donneurs d'ordre. Je signale que Dassault Systèmes est membre du syndicat professionnel Evolis qui a joué aussi un rôle clé dans votre prise de parole. C'est tout l'intérêt de Prodenpack de créer du lien entre les différents acteurs de l'univers des machines, des process et des softwares. À vous la parole, Christophe. Voilà, donc merci beaucoup. Effectivement, Evolis nous a mis en relation. Evolis, c'est un syndicat qui regroupe un certain nombre d'acteurs qui cherchent à travailler ensemble. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, on se rapproche aussi des fournisseurs d'équipements. Donc je vous propose, en fait, on va passer à peu près une demi-heure ensemble. L'idée, c'est d'essayer de se plonger en fait dans les jumeaux virtuels, d'essayer de comprendre en fait comment ça se crée, comment ça s'alimente, comment on les fait vivre et à quoi ça peut servir. Donc il y a un certain nombre d'illustrations par des vidéos qui, les supports sont en anglais, mais je vais vous parler en français. Et vous verrez des choses dans le domaine de l'emballage et puis globalement dans le domaine de la ligne de production, mais vous pourrez transposer assez rapidement. Donc, nous sommes dans un contexte, je pense que vous connaissez les uns les autres sur votre positionnement, mais globalement, il y a un certain nombre de grands enjeux, des marqueurs qui sont communs entre les acteurs qui agissent dans votre domaine. Et globalement, la tendance que l'on voit, c'est qu'il y a des attentes de plus en plus fortes en termes d'agilité. C'est d'être capable, en fait, de définir des moyens de production, de les exploiter avec le plus de souplesse possible pour réagir soit à une fluctuation de la demande, soit à une fluctuation de l'offre et un certain nombre d'événements. On voit également en fait la personnalisation qui se développe et là aussi une capacité en fait d'avoir une ligne ou une fin de ligne qui s'adapte. Et enfin des nouvelles approches avec la notion de service. Donc je vais vendre quelque chose de manière un petit peu différente ou l'économie circulaire qui se développe. Donc face à ces différents enjeux, on considère qu'en fait globalement on est en train d'entrer dans une économie générative qui en fait est une continuité. C'est-à-dire qu'il y avait une première phase dans le domaine industriel et que nous on a accompagné en tant qu'éditeur de logiciels depuis à peu près 40 ans. Ça a été une phase de standardisation. Ensuite on a évolué vers des entreprises qui se sont concentrées de plus en plus sur les clients et on a eu plus de personnalisation dans les différents domaines. Ensuite, des enjeux allant vers le développement durable, qui est dire comment je rationalise, comment je réorganise pour optimiser ces impacts. Et en parallèle de ce développement du marché, du côté de Dassault Systèmes, c'est la notion de plateforme, c'est-à-dire pouvoir fournir dans un seul et univers environnement informatique, aussi bien des acteurs qui conçoivent que ceux qui vont préparer, que ceux qui exécutent. Et c'est tout l'enjeu en fait dans le domaine de l'emballage notamment, c'est de prendre en compte en fait les contraintes de manufacturing, les contraintes de logistique dès la conception initiale en fait des produits. Et ça se fait en fait dans un univers commun au sein d'une même société ou au sein d'un système de valeurs entre plusieurs acteurs. Et la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien, on a des grosses tendances qui sont des côtés souveraineté, qu'on connaît un petit peu depuis les années Covid et qui s'accélèrent aujourd'hui, on en a parlé précédemment. Et de notre côté, c'est la notion d'agentisation, donc ça c'est l'impact de l'intelligence artificielle et la notion de ces nouveaux intrus en fait, dans l'écosystème informatique qui sont des agents et non plus des utilisateurs physiques. Donc une petite illustration de comment l'on crée en fait un jumeau numérique. Donc la première partie, c'est la phase initiale, c'est qu'on part toujours en fait finalement d'un certain nombre d'équipements. Vous en avez ici sur les deux halls. En termes d'illustration, il y a des équipements physiques, il y a des équipements virtuels, il y a des systèmes
on a des machines, on a un certain nombre de convoyeurs, on a des éléments fixes, des éléments mobiles. On va dire ça, c'est la matière première. Et idéalement, on va essayer de s'alimenter d'informations avec des bibliothèques, puisqu'il n'y a aucun intérêt d'aller redessiner un robot Universal Robot ou FANUC ou un élément de convoyeur ou un élément de rack d'un entrepôt. Donc ça, ces différents éléments, soit les éditeurs logiciels les fournissent en lien avec leur plateforme, soit c'est trouvable à travers des sources de données externes, soit on peut les créer et à ce moment-là, avec des outils de conception et de simulation, on va recréer en fait ces éléments. Ensuite, on a la deuxième étape qui est ici en bas, c'est finalement définir le plan, donc on appelle ça le 3D layout. Donc on quitte le plan 2D dessiné sous forme linéaire pour venir intégrer ces éléments numériques dans un environnement 3D. Donc on va les télécharger, on va les positionner et on va progressivement les mettre en vie. Et c'est la troisième étape, puisqu'en fait l'objectif du jumeau numérique, c'est pas d'être quelque chose en fait de statique, c'est d'être quelque chose de dynamique. Donc la première étape de constitution, c'est une charge, c'est un effort qu'on essaye de minimiser, mais ça reste un effort. Là où on commence à créer de la valeur, c'est quand on va commencer à simuler. Et donc on a deux étapes possibles. Soit je n'ai pas encore ma fin de ligne, je n'ai pas encore mon usine, je travaille en virtuel, j'optimise jusqu'à ce que je trouve le bon compromis et seulement après j'implémente. Ou alors j'ai déjà quelque chose d'existant, je vais digitaliser en fait mon existant pour aller vers la simulation et l'optimisation. Et de ces phases de simulation, on est en fait capable de générer de la donnée et vous avez quasiment comme un site qui fonctionne. Ça génère de la data, vous pouvez suivre des indicateurs, vous pouvez générer des incidents et voir comment le système réagit. Et le vrai bénéfice de ces éléments, c'est que ça permet derrière d'aller vers le virtual commissioning. Et à ce moment-là, on va quitter le monde virtuel pour passer dans le monde réel et venir faciliter le déploiement, la validation, la configuration des différents systèmes pour qu'effectivement ce soit effectif. Et la dernière phase, c'est qu'en fait, la phase Control Tower, et bien là, on vient joindre le monde virtuel avec le monde réel. Et donc, dans le jumeau numérique, vous allez retrouver des données qui sont cette fois captées à partir des équipements physiques et des process existants. Et donc, de pouvoir vraiment comparer ce que vous aviez estimé avec la réalité et continuer d'itérer en termes de chaîne de valeur. Parce que tout l'enjeu, Christophe, sur le jumeau numérique, bien sûr, c'est d'éviter tout décalage entre le virtuel et le réel. Et ce décalage, il s'est réduit par quel effet? C'est sur la collecte de la donnée, principalement. Donc, avoir des connecteurs, avoir des... C'est ça le point névralgique. Oui, parce qu'au début, on n'est que dans le théorique. Donc, on peut générer de la donnée, ce qu'on appelle de la donnée synthétique. Mais à un moment, il faut être dans le monde réel. Et là, vous savez que le monde réel, il y a des événements, il y a des imprévus. Et ça, c'est la collecte de la donnée qui permet de faire ce lien. Donc, hop, on va voir un suivant. Ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante? La télécommande a l'air d'avoir un petit souci. Merci. Alors, ce sont peut-être les animations qui... voilà, ça y est. Démarrer, voilà. Donc ici, on voit ici un exemple d'illustration. Je pars en fait d'un plan 2D. Et en fait, de ce plan 2D, je vais récupérer un certain nombre d'informations et je vais le transposer en un environnement 3D. Donc, c'est souvent les étapes nécessaires. On peut assez simplement définir des éléments. Et puis, dans un univers logiciel, on va concevoir, alimenter, travailler en fonction en fait, des objectifs qu'on s'est définis pour optimiser en fonction de l'espace disponible et en fonction du processus que l'on va devoir exécuter dans cet élément. Ici, en l'occurrence, on est en train de créer un jumeau numérique pour un entrepôt dans lequel j'ai un certain nombre de choses. Donc, vous voyez ici, les ressources, elles sont soit utilisées à partir d'une librairie, soit elles sont définies graphiquement et conçues, adaptées sur ces éléments. C'est fait soit directement par des clients finaux, soit ce sont les line builders en fait, qui vont effectuer ce travail. Je continue par d'autres exemples. Donc là, on va être plutôt cette fois-ci dans l'aspect simulation. Donc vous voyez, le travail de conception a été fait.
Je suis dans un jumeau numérique, c'est une usine qui n'existe pas encore, mais j'ai déjà des machines qui sont en fonctionnement, des indicateurs qui sont générés, des AGV qui circulent et qui viennent collecter des pièces au fur et à mesure d'une production et les emmener vers les parties packaging et logistique, et des indicateurs, vous voyez, des tableaux de bord qui sont générés. Donc je suis quasi en fait dans une entreprise qui fonctionne à travers cet univers. Et je peux commencer à voir les performances, à tracer des trajectoires, à prendre en compte les aspects de sécurité des employés qui vont travailler dans cet univers. Je commence à faire vivre mon usine. Je poursuis dans les exemples. Là, ici, on va être de nouveau en fait, dans un entrepôt, mais là, on est vraiment dans une simulation de flux. Et vous voyez que j'injecte dans ce jumeau numérique un certain nombre de volumes. Et donc, je suis capable de mesurer des entrées, des sorties, des niveaux de performance. Et donc là, vous pouvez jouer ce scénario autant de fois que vous voulez. Vous pouvez l'organiser de cette manière. Vous pouvez modifier l'organisation et au fur et à mesure, mesurer en fonction de ces choix d'implantation les niveaux de performance que vous atteignez, les éventuels éléments de blocage que vous pourriez avoir, les possibilités de montée en cadence qui sont envisageables. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion de flux pour générer en fait le suivi de ces ressources avec des objectifs d'optimisation et de performance. Je continue, on avait promis des exemples, hein, donc oui, je passe assez rapidement. Non, mais c'est très impressionnant. Donc ici, on va poursuivre. Je suis cette fois-ci en fait dans un système réel. Donc c'était la dernière étape que je vous ai présentée en introduction. Et cette fois-ci, en fait, mon jumeau numérique, il est connecté à travers des solutions avec des capteurs, des sensors, des différentes solutions que vous pouvez avoir, voire même des systèmes d'information comme des MES qui génèrent des données. Et donc là, j'ai ici, par exemple, le Gantt avec les différentes ordres de travail qui sont à exécuter. Donc la matière première reste l'information, hein, c'est ce qu'on a dans le MES ou dans un ERP, mais je viens les visualiser, les mettre en contexte. Et ça sert notamment, en fait, quand on fait des revues d'équipe, à partager en fait, une même information entre différents acteurs et donc aller trouver en fait, des domaines d'optimisation en visualisant ce qui s'est passé et en le rejouant à travers le jeu numérique. Donc c'est pour ça que c'est ce que je vous évoquais en introduction. Il y a un effort pour atteindre ce type de bénéfice. C'est évident que ce n'est pas possible de le faire instantanément dès le démarrage de son usine. On a bien des étapes de construction pour arriver à ce type de résultat. Et par contre, le mode de fonctionnement qu'on a ici une ligne d'assemblage de véhicules ou qu'on ait une étape d'emballage ou ce type de choses, c'est assez similaire. Tout dépend des critères de taille et de niveau de production. Donc là, véritablement, un outil au service des rituels d'excellence opérationnelle, par exemple. Donc ça, ce que je vous ai présenté, c'est globalement ce qui est disponible, qui est déjà déployé, déjà opérationnel chez un certain nombre de nos clients dans le monde entier, chez des acteurs comme PepsiCo, comme Abcor, par exemple. Le changement aujourd'hui, c'est effectivement que l'on va de plus en plus vers l'agilité, donc est une capacité de repenser sa chaîne, et d'autre part, c'est qu'on va vers une évolution de l'automation vers en fait une forme d'autonomie et donc d'intelligence d'un certain nombre d'équipements qui sont positionnés au niveau de l'usine ou de l'entrepôt. Et donc là, on vient aider nos clients. Premier exemple ici d'intégration de l'intelligence artificielle. On aide le client à reconstituer en fait un jumeau numérique à partir de son existant. Donc là, c'est un client qui a une usine. Et ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on vient passer un scanner. Donc en fait, on va réaliser un nuage de points de ces équipements existants. Et on vient aider en fait tout le travail de digitalisation en faisant appel à des bibliothèques. Et là, dans cet exemple, en fait, on va aller chercher par rapport aux robots que l'on voit, hein, il y a un très grand nombre de robots ici d'exposés, lesquels sont déployés. Et on vient en fait les instancier dans le jumeau numérique de ce site. Là, l'idée, c'est de réduire l'effort entre le monde réel existant, j'ai mon site, il est opérationnel, mais je n'ai pas de jumeau numérique, et le jumeau numérique. D'accord ? Donc ça, c'est des premiers éléments d'intégration. Et vous voyez qu'on est dans le domaine numérique. Donc une fois que j'ai détecté ces robots, en fait, je le récupère avec sa cinématique et je peux faire jouer
en situation réelle en fait, le fonctionnement de ce robot. Ensuite, deuxième exemple, toujours de choses que l'on commence à délivrer, c'est ce qu'on appelle le Visual Quality Check. La vidéo doit démarrer, pardon. Donc en fait, ici, on vient utiliser les connaissances que l'on a dans son système d'information pour aller contrôler des choses. Donc si certains d'entre vous ici proposent des équipements industriels, eh bien, on va utiliser en fait la réalité virtuelle pour comparer ce qu'un responsable de qualité est en train de revoir avec ce qui a été défini par le bureau d'études. Et vous êtes capable de détecter qu'il y a par exemple des manquements parce qu'on compare la 3D avec en fait la partie réelle. Donc ça, c'est pareil, c'est des solutions qui commencent à être déployées, qui continuent d'être optimisées régulièrement. On voit ici la pièce, quand on la met ou on la retire, vous voyez, elle change de couleur. C'est un lien entre le monde de la CAO, plutôt du monde de l'engineering, et celui du service après-vente et des contrôles qualité que l'on a en dessous. Je continue, et donc là, on va se projeter encore un peu plus loin, et on va vraiment rentrer de quelque part dans l'entraînement. Puisqu'aujourd'hui, en fait, ce travail de jumeaux numériques, il permet effectivement de manière opérationnelle de travailler, d'optimiser ce que l'on a, mais en fait, il nous sert maintenant à préparer les futurs modèles en termes d'intelligence artificielle et se dire comment je vais progresser. Donc là, on va pas vraiment parler de science-fiction, donc c'est toute la stratégie de notre entreprise sur laquelle on travaille depuis un certain nombre d'années qui a été de créer la 3D Experience Platform, donc d'avoir cet univers de données. Et ce que l'on intègre par contre maintenant, c'est une notion de photoréalisme. C'est-à-dire que l'objet numérique que l'on va intégrer dans le jumeau, ce n'est pas seulement une représentation graphique, on va dire, de bas niveau qui permet de l'identifier, c'est très proche de la réalité, c'est-à-dire qu'on va observer son comportement à partir de photoréalisme. Et en fait, on va recréer, décliner avec l'intelligence artificielle et on va l'entraîner pour augmenter ses capacités. Photoréalisme temps réel, hein, c'est ça? Voilà. Donc ici, ce que l'on voit, je vais vous faire 3 exemples. Le premier, là, je suis juste sur un équipement. Là, vous voyez, mon équipement, finalement, il est positionné. J'ai un robot, j'ai une petite ligne et je peux rejouer avec mon outil de simulation, vous l'avez compris dans la première étape, ce premier scénario. Il est évident que dans le monde du logiciel, en fait, je peux jouer ce scénario une fois, 10 fois, 100 fois. Vous pouvez le démultiplier avec des bouteilles, avec des petits cartons, des grands cartons, des moyens, etc. Et là, en fait, l'IA, c'est la même chose que ce que fait ChatGPT aujourd'hui quand vous l'utilisez. En fait, il génère lui-même ses données, ce qu'on appelle de la donnée synthétique, et il génère son propre entraînement. Ce qui fait que progressivement, en fait, ce robot, s'il est doté d'un capteur, il va reconnaître tout seul si c'est un carton, si c'est une bouteille, si c'est un packaging différent. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il va reconnaître la palette aussi. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on doit lui dire, j'ai une palette de telle dimension, j'ai un carton de telle dimension, et voilà ce que tu dois faire. Et donc, c'est l'évolution, vous voyez, de ce côté software. Si je prends une deuxième étape, là, je reviens sur un exemple automobile. Cette fois-ci, je suis au niveau d'une cellule. Eh bien, je ne vais pas avoir en fait un seul robot, mais je vais avoir plusieurs robots et je vais avoir une ligne avec des étapes. Je voyais tout à l'heure l'emballage de bouteilles de Coca-Cola, hein, c'est exactement les mêmes principes. On a ce process et vous voyez qu'en fait, dans ces domaines de simulation, on est capable en fait, de démultiplier l'information et d'augmenter les volumes de données connectées. Et puisqu'on a su faire une unité et une cellule, en fait, on est capable de faire une usine complète. Donc ça, c'est quelque chose que Dassault Systèmes a créé. Ce n'est pas une usine qui existe. Et vous avez un jumeau virtuel complet. Vous pouvez vous promener dans la ligne. Vous pouvez voir comment on assemble une voiture, quels sont les différents éléments, les grippeurs, les éléments de soudage qui sont positionnés sur cet élément. Et vous voyez, l'image est très très proche d'une réalité. Et donc ce type de scénario, avec ce type de rendu, on est capable de faire de l'entraînement et de la reconnaissance à partir de ces éléments, et donc de pousser beaucoup plus loin les bénéfices du jumeau virtuel avec une finalité d'optimisation et de rationalisation. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez commencer à voir de plus en plus ces interfaces de plus en plus léchées, où on se dit, en fait, moi, être humain, ça ne change rien, mais pour un moteur d'IA, c'est une donnée très différente. Voilà, j'ai un dernier petit message. On a parlé de jumeaux numériques, on a parlé d'IA. Gardons à l'esprit tous ces éléments, c'est quand même consommateur d'énergie, c'est consommateur d'eau.
Vous avez hier dans la presse le patron de Google qui déclare qu'il ne va pas tenir ses objectifs en termes de réduction d'impact sur l'environnement parce qu'il y a les projets IA. Et voilà, donc le message un peu personnel, je pense que c'est un petit peu au rôle de chacun d'entre nous, qui se dire finalement avant de solliciter un jumeau numérique, avant de solliciter un IA, peut-être se poser la question est-ce que c'est bien utile. Et dans un certain nombre de cas, pour savoir quelle météo il fait, on va juste voir le site web de la chaîne météo. On n'a pas besoin de demander à ChatGPT, dis-moi quel temps il fait, parce que c'est beaucoup plus consommateur. Par contre, si vous avez une information structurée, intéressante, là, ça vaut le coup de le faire. Donc essayons d'avoir une forme d'hygiène en termes de consommation de ces outils. Ce sera bien pour notre avenir et ceux de nos enfants. Voilà ce que j'avais préparé pour vous. Christophe. J'ai essayé d'être plus didactique. Ouais, pour cette présentation très inspirante. On a le temps pour des questions, des demandes de précision. Un micro circule dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question. Merci Patrick de vous représenter. Oui, Patrick Viermous, Polyméris. J'avais une question sur est-ce que ces outils, le déploiement de ces outils, ces nouvelles générations d'outils, vont induire quel type d'évolution de besoins en compétences dans les entreprises? Est-ce que ça amène à des nouveaux métiers dans les entreprises, dans les bureaux d'études ou dans les... Oui, tout à fait. C'est clair. Ça amène des nouveaux métiers. Déjà, chez nous, éditeurs de logiciels, puisqu'effectivement, on a maintenant des data scientists et on a besoin de plus en plus d'acteurs métiers, donc pas seulement de connaissances d'informatique, mais connaissances des processus métiers. Et chez les clients, c'est quand même une évolution, ce qu'on appelle le software defined, qu'on entend de plus en plus dans les différentes industries, vers en fait, l'arrivée de l'informatique et moins d'électronique. Donc, ça veut dire que quand on va concevoir, quand on va opérer, quand on va maintenir, on va de plus en plus gérer, entre guillemets, des ordinateurs que des équipements électroniques, avec ses avantages et ses limites, bien évidemment. On va commencer à avoir des machines NVIDIA dans les usines, ce qui n'était pas des habitudes. Oui, exactement. Parce que ça a des capacités de calcul, de traitement qui amènent vers cette autonomie. Sinon, c'est juste pas possible, quoi. Alors, si un petit pas de côté du côté utilisateur, en termes d'ergonomie, en fait, on rapproche la réalité des usines de ce qui se passe dans le monde privé, dans le monde personnel. Oui. Et donc, c'est aussi un enjeu d'attractivité. Exactement, oui, tout à fait. D'autres questions, demandes de précision? Si pas de questions, un grand merci Christophe pour cette présentation très inspirante. C'est fini pour cette matinée performance industrielle et on se retrouve cet après-midi pour la suite des conférences. Merci.